La Tunisie vous présente 100% nautique, l'émission quotidienne du Salon nautique. Bienvenue pour 100% nautique, toujours au Nautique de Paris 2015, le Salon nautique international de Paris, et toujours sur ce magnifique stand de la Tunisie qui nous accueille toujours avec beaucoup de bonheur. À mes côtés aujourd'hui pour évoquer la voile légère, Jean-Marie Finot, qu'on ne présente plus, mais si on va le présenter quand même, architecte naval et qui a connu les plus grands et qui continue à œuvrer notamment dans la voile légère. Et à ma droite, Nicolas Honor, qui est le distributeur de la gamme de dériveurs dont on va parler. Un modèle qui s'appelle le RS Quest. Alors, on va démarrer avec Jean-Marie. En quelques mots déjà, Jean-Marie, vous avez conçu des bateaux qui ont gagné notamment le Vendée Globe 4 fois, le Box Challenge, la course autour du monde avec escale 4 fois, la Mini Transat des dizaines de fois. Ça reste un palmarès unique. Comment on passe de la voile océanique 60 pieds à la voile légère? C'est la même chose. Le but, c'est de mettre les hommes en mer, qu'ils aient plaisir à jouer avec la mer, avec le vent. Et il faut simplement faire un outil à chaque fois qui est adapté au navigateur, que ce soit un grand coureur ou un père de famille avec un enfant, par exemple. Donc vous, votre modèle, c'est l'Albatros. Oui. Un bateau de 4 mètres. C'est un bateau de 4,30 m qu'on essaie, qui est intermédiaire entre un dériveur normal et un déboat, c'est-à-dire un bateau de journée. Un bateau de la journée. Donc ce qu'on a voulu, c'est un bateau très accessible, qui s'est auto-redressable, c'est-à-dire qu'on a économisé partout en mettant du carbone dans la coque, du carbone dans le mât et en mettant un petit lest. Donc le bateau se redresse facilement. On arrive à planer très vite à partir de force 2, on arrive à faire planer au bon plein et avoir un bon VMG en planant. Ça des forces 4, mais même sans trapèze, c'est-à-dire qu'on est simplement assis dessus. Alors Nicolas Honor, vous distribuez donc une gamme de bateaux voile légère, le RS Quest notamment. Oui. Des bateaux conçus en Angleterre par des Anglais. Par les Anglais, oui. Par les Anglais, c'est vrai que la gamme RS est assez vaste, parce qu'il y a plus d'une quinzaine de modèles qui vont du bateau de compétition avec carbone, échelle, etc., double trapèze, aux bateaux beaucoup plus accessibles. Comme dit Jean-Marie, c'est vrai que l'important, c'est que chaque personne ait le bateau qui corresponde à sa pratique. Et dans ce cadre-là, le RS Quest, c'est le dernier né et c'est un bateau assez ouvert, relativement facile d'accès. Donc des bateaux sûrs qui ne chavirent pas, qui sont accessibles pour le plus large public. Alors, qui ne chavirent pas, c'est toujours un peu difficile en voile légère, en dériveur, mais on essaye qu'il chavire le moins possible. Le RS Quest, oui, effectivement, lui, il est plutôt dans la catégorie des stables, on va dire. Mais bon, si on veut avoir des sensations, on se rapproche un peu de la limite et on peut chavirer, ça peut arriver. Donc on va dire en gros, Jean-Marie, pour résumer, il faut faire revenir des plaisanciers à la voile grâce à la voile légère, en gros, parce qu'ils vont beaucoup vers le motonautisme. Finalement, la voile, c'est pas si compliqué que ça, et la voile légère, c'en est un exemple. Oui, le but, c'est de faire revenir les gens sur l'eau, en particulier à la voile, de faire partie de l'environnement, de montrer que c'est très facile, c'est très compréhensible. En quelques jours, avec l'Albatros, vous savez naviguer. Et puis, vous n'avez pas l'angoisse d'aller trop nager, bon, voilà. Et ça reste des bateaux, en termes de prix, qui sont aussi accessibles? Oui, dans la gamme, on a de 2500 € à 15 000 € pour les bateaux les plus techniques. Donc il y a une grosse variété. Et c'est vrai que dans l'idée, c'est de proposer des bateaux qui sont adaptés à tout type de pratique. Et puis aussi, donc j'imagine, un entretien limité et facile pour les clubs. Oui, clubs de absolument. Oui. Le RS Quest en particulier, c'est un bateau qui est en rotomoulé. Donc c'est un produit qui est assez robuste. Alors certes, peut-être pas le plus technique en termes d'agrément de navigation, mais qui a l'avantage de résister aux chocs, qui a l'avantage de résister aux mauvais traitements, aux UV, etc. Donc à terme, vraiment intéressant pour les collectivités. Jean-Marie, donc l'Albatros, c'est un point de départ, mais il y aura peut-être d'autres modèles, vous réfléchissez toujours, vous êtes en permanence, en phosphorescence. Mais pour chaque usage, il y a toujours des pas. Là. C'est le premier bateau accessible pour faire finalement de la voile, des dériveurs, etc. Après, il y a des bateaux intermédiaires aux environs de 6-7 mètres qui permettent de tourner en baie facilement avec la famille. Puis après, il y a le premier bateau, je dirais, habitable avec la hauteur sous-maro, et puis après, il y a les autres. On peut embarquer combien de personnes sur vos bateaux? Deux, nous.
Deux, ou alors un père de famille et 2 enfants. Ouais, C'est voilà. ça, Le Quest, c'est peut-être à peine plus gros, quoi. C'est 3 ou 4. Une dernière question, parce qu'on est dans un salon nautique. La tendance, évidemment, vous en parliez avant l'émission, c'est les foils, les bateaux qui volent. On ne parle que de ça. Vous qui êtes la légende de l'architecture navale, les foils, ça vous fait rêver ou pas? Ah ben on a fait des recherches sur les foils il y a 20 ans à Toulouse Avec, et tout ça, avec Peter Barry Objectif avant 100. Avec Objectif 100. Le problème des foils, c'est que c'est quand même... Ça peut être stable, mais ça se met à cavité, donc on est très proche de l'instabilité. Donc les gens qui volent sur des foils, et puis en plus, je vais vous dire, en voile légère, se marcher à 20-25 nœuds à 30 cm de l'eau, c'est angoissant. Moi, j'ai des amis qui le font, c'est angoissant. C'est-à-dire que vous êtes là, toujours en attente. Vous ne regardez plus le paysage, hein. Vous êtes que le vent et vous, à la limite, un peu la mer, c'est tout. Donc c'est pas du tout la même approche que d'un bateau, même si on va vite. Il faut avoir le temps de regarder autour de soi. C'est une autre approche. C'est une autre approche. Je suis assez d'accord avec Jean-Marie. C'est vrai que c'est fabuleux. C'est les images qu'on voit, c'est impressionnant. Après, il faut se dire que les gens qui sont là-dessus et qui les maîtrisent, c'est des gens de niveau olympique, international, des gens qui font la Coupe de l'América. Et nous, nos bateaux, c'est pas forcément pour ce public-là. C'est pour le grand public. Les bateaux accessibles. Merci à tous les deux, bravo. Et tout Merci. de suite, on lance une animation du Nautique de Paris 2015. C'est parti. Retour nautique de Paris avec deux champions qui représentent la Guadeloupe, l'archipel de la Guadeloupe. À ma gauche, Nicolas Thomas, skipper Guadeloupe Grand Large. Et sur ma droite, Arthur Pratt, également skipper Guadeloupe Grand Large. Vous avez fait toute la saison Figaro 2015. Vous étiez dans les bisous de la solitaire. Plutôt bon résultat d'ailleurs tous les deux. Avec toujours une structure, donc Guadeloupe Grand Large, qui vous encadre. Alors il faut expliquer ce que c'est que cette structure. Arthur, c'est basé déjà à Pointe-à-Pitre. C'est ça, la marina de Bas du Fort à Pointe-à-Pitre. Et, donc c'est une école de formation des métiers de la course au large. Et tous les 2 ans sortent 2 éléments qui sont suivis par la région sur le circuit de Figaro. Et donc cette année, on va faire l'AG2R avec Nicolas et puis on va suivre notre 2e circuit Figaro grâce à la région et au CTIG, le comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Nicolas, donc vous étiez aussi sur la route du Rhum, la dernière Tout à fait. route du Rhum destination Guadeloupe, ne pas oublier. Vous avez fait la route du Rhum jusqu'au bout, vous êtes arrivé, ce qui est déjà un exploit. Vous avez toujours navigué dans la région Guadeloupe, vous étiez toujours sur l'eau? Oui, après c'est depuis très jeune, mais toujours autour de la mer. J'habite aux Saintes, donc forcément ça aide un peu. L'archipel des Saintes, c'est des petites îles, donc voilà, toujours un peu en contact avec la mer. Et puis avec Guadeloupe Grand Large, on a finalement avec Arthur découvert ce côté course au large vraiment et embarqué sur des vrais bateaux de course. Et voilà, ça nous a permis de faire une première AG2R, puis la route du Rhum et maintenant le circuit Figaro en métropole. Donc au-delà du sponsor, du financement de votre saison, vous avez un vrai encadrement. Vous avez vraiment une école de voile avec vous, avec des encadrants. Tout à fait, il y a toute la logistique finalement de Guadeloupe Grand Large, du centre de formation qui nous aide et il nous aide bien sûr à évoluer.
Et bien sûr, voilà, ça nous permet d'avoir ce soutien finalement quand on n'est pas livré à nous-mêmes sur le circuit cette première année. Donc ça nous a bien aidé, bien sûr. Alors Arthur, maintenant, qu'est-ce qui vous a frappé, qu'est-ce que vous avez retenu de cette première solitaire et de cette expérience Figaro? C'est le niveau. Puisqu'on arrivait avec 2 ans passés en Guadeloupe à s'entraîner. C'est le niveau qui est en métropole avec les Yann Eliès, Jérémy Bayou pour ne citer que. Et ça nous a permis de progresser énormément. Et en plus, on a intégré le pôle Finistère course au large à Port-la-Forêt. Et c'est une chance pour nous parce que c'est le meilleur lieu pour progresser. Et vous êtes sûr qu'il y a une marge de progression importante quand vous découvrez ce milieu, vous dites qu'il y a tout à faire. Ouais. Nous, on est sûr de notre potentiel et en plus, quand on discute avec les autres skippers, voilà, ils nous ont dit Rome ne s'est pas faite en un jour et eux-mêmes ont pris 2, 3, 4 saisons avant de pouvoir exprimer leur potentiel. Et donc voilà, c'est ce qu'on va faire dès la saison prochaine, on espère. Merci à tous les deux, merci Arthur, merci Nicolas, bon vent pour 2016 et la nouvelle saison Figaro. Et nous on retrouve tout de suite une nouvelle découverte de la Tunisie. Le port de Monastir, c'est un port qui est situé dans un complexe touristique, comprend des appartements, des résidences, on veut dire, des commerces et un hôtel. Le port de Monastir, c'est connu un port familial, puisque c'est un port d'hivernage et la majorité des plaisanciers habitent sur leur bateau. Ça aussi, c'est un avantage qui est dans le port. Et puis, Monastir, elle est au milieu de la Tunisie. Par rapport à Tunis, c'est à 1h30 de Tunis, le capitale. Ça, c'est un avantage aussi pour le port de Monastir. Comme aussi, il est à 5 minutes du centre-ville, il est à 8 km de l'aéroport international. Tous ces avantages fait remplir le port de Monastir. C'est le premier port en Tunisie qui se remplit en hivernage. Monocoque, pour l'instant, c'est mon cœur de métier. Solitaire, c'est ce que je fais le plus. À voile, ça pollue moins. Atlantique, parce que je connais pas le Pacifique, mais j'espère un jour y aller. Tabarly, un peu notre mentor. Blonde, c'est plutôt familial. Paddle, parce que j'ai aucun des autres. Twitter, plus rapide.